Soyez les bienvenus dans 64 minutes, ravi de vous retrouver pour une grande heure d'information. La course vers Mars est lancée, mais à qui appartient l'espace? Et d'ailleurs, ça commence où l'espace? Rendez-vous tout à l'heure dans notre grand angle. Thomas Dutronc publie son 5e album, Frenchy. Le guitariste et chanteur français y reçoit Iggy Pop et Diana Krall. Thomas Dutronc est l'invité de Patrick Simonin. Mais tout d'abord, place à l'actualité de ce samedi 22 août. Son avion médicalisé a atterri ce matin. Alexeï Navalny est désormais soigné en Allemagne. L'opposant russe serait toujours dans le coma après ce que son entourage affirme être un empoisonnement. La carcasse de leur voiture comme rappel de l'attaque qui a coûté la vie à 6 humanitaires français et à 2 Nigériens. Hommage leur a été rendu. 15 jours après les faits, toujours pas de revendication. La piste terroriste reste privilégiée. Samedi 22 août, jour du dépassement, nous avons officiellement épuisé les ressources annuelles de la planète. Fait inédit, cette date symbolique a reculé de 3 semaines sous l'effet de la pandémie. Les proches d'Alexeï Navalny ont tout fait pour qu'il soit transféré en Europe, documentant leur bras de fer sur les réseaux sociaux avec pour objectif atteint de susciter une réaction internationale. L'opposant russe est désormais soigné en Allemagne après de nombreux revirements que nous raconte Adélie Floch. Escorté, l'ambulance arrive enfin à l'hôpital de la Charité de Berlin. À l'intérieur, l'opposant russe Alexeï Navalny, toujours plongé dans le coma. On peut dire que la situation est très inquiétante. Nous sommes très heureux qu'il ait pu atterrir ici, c'est super, mais ça ne veut pas dire que tout est réglé. Son état de santé est très inquiétant. Ses proches et ses médecins nous ont clairement dit que s'il n'avait pas atterri en urgence à Omsk lors de son malaise, il serait mort. L'homme, potentiellement empoisonné, a été pris en charge par les médecins allemands après une longue et tumultueuse évacuation de Russie organisée par l'ONG Cinema for Peace. Retour quelques heures en arrière. Alexeï Navalny est transporté hors de l'hôpital d'Omsk en Sibérie. Les médecins russes ont finalement accepté son transfert après s'y être opposés à plusieurs reprises. Nous avons pris la décision de ne pas nous opposer à ce qu'il soit transporté vers un autre hôpital, celui qui nous sera désigné par ses proches. Un revirement de situation inattendu. Hier matin, l'hôpital russe refusait encore le transfert de l'opposant au régime. Alors pourquoi l'avoir finalement accepté quelques heures plus tard? Certains y voient une stratégie. La Russie aurait voulu jouer la montre. Il est possible qu'il y avait encore des traces d'un poison dans son corps et donc il se peut que les médecins voulaient attendre le temps que ces traces s'éliminent. Derrière les murs de l'hôpital de la Charité, le temps presse pour sauver la vie d'Alexeï Navalny et faire la lumière sur ce qui lui est arrivé. Les inscriptions révisionnistes inscrites à la peinture blanche au centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Ce village français durement frappé pendant la Seconde Guerre mondiale a décidé de saisir la justice. Cette profanation suscite indignation et incompréhension. Les précisions d'Alexandre Pérou. Oradour-sur-Glane, vandalisé. Sur la stèle à l'entrée du centre de la mémoire, des graffitis. Le mot martyr est remplacé par le mot menteur et le nom d'un militant négationniste a été inscrit. Dans le village ce matin, l'émotion reste vive. Je trouve ça odieux, c'est irrespectueux, c'est impossible de penser ça, quoi. Pourquoi faire des choses pareilles? À quoi ça sert, franchement? L'idée, je vois pas quelle idée peut avoir à faire des bêtises pareilles, quoi. Des propos négationnistes insupportables pour le maire. Les négationnistes et les révisionnistes, c'est pas la première fois où il y a des publications, enfin il y a eu des cassettes, il y a eu des vidéos, à chaque fois de réentendre l'histoire qui est travestie, et c'est insupportable. Le 10 juin 1944, le village de Haute-Vienne est pris d'assaut par la division SS Das Reich. Ils enferment d'un côté les hommes dans des granges qu'ils vont mitrailler, de l'autre ils emprisonnent femmes et enfants dans l'église avant de l'incendier. 642 personnes auront péri dans le massacre. Ce matin, le gouvernement dénonce ces profanations.
J'ai appris avec colère et consternation la dégradation du centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Souiller ce lieu de recueillement, c'est aussi salir la mémoire de nos martyrs. Le chef de l'État vient lui d'assurer dans un communiqué que tout serait fait pour poursuivre les auteurs des tags. Un combat essentiel pour les familles des victimes. Mon avis ne mesure pas la portée de leur acte. En tous les cas, c'est indigne et c'est insultant pour la mémoire de toutes les familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane. Une enquête a été ouverte par le parquet de Limoges pour retrouver les auteurs de ces profanations. 4 jours après le coup d'État, les émissaires de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest sont sur place, au Mali. La délégation emmenée par le Nigérian Goodluck Jonathan doit rencontrer le président déchu dans la soirée. Mais avant cela, réunion avec les militaires qui ont forcé Ibrahim Boubacar Keïta à démissionner et ont pris le pouvoir. Les précisions d'Oumi Diallo. Ils sont venus pour, selon leurs propres mots, rétablir l'ordre constitutionnel. La délégation ouest-africaine a atterri à Bamako en début d'après-midi, accueillie par les dirigeants de la junte au pouvoir. À gauche, le colonel-major Ismaël Ouag et à droite, le vice-président-colonel Malik Dio du Comité national pour le salut du peuple. 4 jours après le coup d'État militaire, l'avenir du pays est en jeu. On m'a demandé de venir pour envisager une solution collective. La CEDEAO a pris acte des événements au Mali et veut le meilleur pour le peuple malien. Je suis sûr qu'au bout du compte, nous trouverons la meilleure solution pour le peuple. Un peuple dans la rue depuis plusieurs mois pour demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est désormais chose faite. Après son arrestation le 18 août par des militaires, le chef de l'État est forcé à la démission. Un coup d'État fermement condamné par la CEDEAO. L'organisation a d'ailleurs sanctionné le Mali en suspendant les échanges économiques. Légitime pour certains, incohérente pour d'autres, la délégation doit rencontrer le président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, dans la soirée. La présidentielle d'octobre s'annonce tendue en Côte d'Ivoire. L'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, et l'ex-rebelle Guillaume Soro n'en feront pas partie. Le recours a été rejeté. Quant à l'actuel président, il vient d'être investi par son parti. Alassane Ouattara brigue un 3e mandat jugé illégal par ses opposants. Explication, Lou Bureau. En plein cœur d'Abidjan, le stade Félix Houphouët-Boigny est plein à craquer. Oubliez l'épidémie de Covid-19, des dizaines de milliers de militants du RHDP, le parti au pouvoir, sont venus acclamer Alassane Ouattara. Le président sortant, 77 ans, candidat pour un 3e mandat, peut jubiler. Son investiture est une démonstration de force. Je vous investis ce 22 août 2020 comme candidat du RHDP à l'élection. Le parti au pouvoir veut reprendre la main alors qu'il est sous le feu des critiques. Ses opposants, unanimes, considèrent ce 3e mandat comme anticonstitutionnel. La nouvelle constitution, adoptée en 2016, limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais les partisans d'Alassane Ouattara affirment que cette révision a remis les compteurs à zéro. S'il est contesté, on va aux urnes, le peuple, c'est là-bas le peuple va dire non au président Ouattara. Une réponse qui est loin de convenir à tout le monde. Des manifestations contre le 3e mandat ont éclaté un peu partout dans le pays, dénoncées par Alassane Ouattara. Le peuple de Côte d'Ivoire choisira. On n'a pas besoin d'aller mettre des troncs d'arbres, de casser des bus, de brûler des maisons pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ont peur. Il y a quelques jours, l'ex-président Laurent Gbagbo et l'ancien chef rebelle Guillaume Soro ont vu leur candidature rejetée par la commission électorale. Tous les deux ont été condamnés par la justice ivoirienne et ne peuvent donc pas prétendre à une place sur les listes électorales. Les élections doivent se tenir le 31 octobre prochain. Le Niger a une nouvelle fois rendu hommage à ses 2 ressortissants et aux 6 humanitaires français assassinés il y a 15 jours. La cérémonie s'est tenue hier en présence du Premier ministre sur les lieux de l'attaque, dans la réserve des girafes de Kouré, à une 60aine de kilomètres de Niamey. Les images commentées par Lou Bureau. La carcasse de la voiture calcinée et criblée de balles est toujours là. Souvenir douloureux d'une journée meurtrière.
Ce 9 août, 6 humanitaires français de l'ONG Acted, leur chauffeur et leur guide nigérian sont assassinés. C'est ici, sur les lieux de l'attaque, qu'un dernier hommage leur a été rendu. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire de ces humanitaires et de leurs accompagnateurs, victimes de la folie meurtrière des individus sans foi ni loi, et prier pour le repos éternel de leurs âmes. La cérémonie s'est tenue en présence de responsables français et nigériens. Les 6 humanitaires étaient venus visiter cette région connue pour sa réserve de girafes. Des guides du village de Kouré, près de là où s'est déroulée l'attaque, sont aussi venus exprimer leurs condoléances. Nous sommes profondément tristes après la mort de notre collègue et des 6 travailleurs français d'Acted. Nous sommes tous des frères parce que nous vivons grâce aux girafes. Si les Blancs ne peuvent plus venir, cela va nous causer des préjudices énormes aux girafes et à notre survie. 2 semaines après les faits, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. L'enquête progresse, mais les commanditaires n'ont pas été formellement identifiés. La piste terroriste reste privilégiée. Ils sont sans papiers, réfugiés ou demandeurs d'asile. Ils viennent pour la plupart d'Afrique de l'Ouest et ils se font appeler les Gilets Noirs. Ce mouvement né en France dans le sillage des Gilets jaunes multiplie les actions pour demander leur régularisation. Cet après-midi, ils ont manifesté dans le centre de Paris pour réclamer notamment de meilleures conditions de vie dans les foyers. Reportage Anaïs Furtad et Benoît Robin. Moussa a 26 ans. Il est agent d'entretien. Il y a 2 ans, ce Malien a rejoint son père à Paris pour subvenir aux besoins de sa famille. Tous 2 sont sans papier et vivent dans un foyer. On est en colère contre les foyers, contre les errants. Si on n'a pas de papiers, on a le droit de vivre comme eux ils vivent. C'est ça qu'on est en train de manifester pour ça, pour montrer que ça ne va pas du tout pour nous ici. Même le Covid, il est venu. On est là, on dort 5, 6 dans la chambre. Depuis son arrivée, Moussa compte sur les Gilets Noirs pour faire valoir ses droits. Un collectif de sans-papiers composé d'hommes issus de 50 foyers d'Île-de-France. Il lutte pour plus de régularisation et l'accès à des logements pour tous. Bouba fait partie du mouvement depuis 5 ans, convaincu de la nécessité d'une mobilisation collective. Cette manifestation, ça concerne de dire toutes les discriminations qui passent dans le foyer, d'arrêter ça. On ne peut pas assumer ça encore. On voulait qu'il arrête immédiatement d'arrêter ces discriminations. On se bat pour tous les immigrés, pour tous les humains. Voilà, notre combat, ça concerne tout le monde. Certains sans-papiers vivent dans des résidences sociales depuis des générations et n'hésitent pas à accueillir leurs proches lorsqu'ils arrivent en France. Un motif d'expulsion pour les bailleurs. Dans tous les foyers, aujourd'hui, notre premier souci, ce sont les expulsions. Les expulsions, les gestionnaires, ils ne s'arrêtent pas de faire des expulsions. Les expulsions, en ces périodes de pandémie, en ces périodes de coronavirus, on ne comprend pas. Un gilet noir est actuellement en centre de rétention dans le nord de la France. Le collectif bénéficie d'un soutien juridique pour venir en aide aux sans-papiers en difficulté. Pour ces hommes, il suffirait d'un papier pour qu'ils se sentent réellement libres. L'Organisation mondiale de la santé a fait un point sur la pandémie. Le port du masque est désormais recommandé dès l'âge de 12 ans. L'OMS a également tenté de répondre à la question que tout le monde se pose. À quand la fin de cette crise sanitaire planétaire ? Nous avons l'inconvénient de la mondialisation, de la proximité, de la connectivité, mais l'avantage d'une meilleure technologie. Donc nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de 2 ans. Surtout si nous pouvons unir nos efforts avec l'unité nationale, la solidarité mondiale, c'est vraiment la clé. Je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que la grippe de 1918. Parmi les nombreuses conséquences de cette crise sanitaire, il y a bien sûr la fermeture des classes dans de nombreux pays. Au Kenya, pas de reprise des cours en vue dans les prochains mois. Une année perdue pour les élèves. Quant aux professeurs, ils sont parfois obligés de changer de métier. Récit Karim Baldé.
Avoir Tobias Omondi pioche en main, difficile de l'imaginer enseignant. Et pourtant, depuis la fermeture de son école mi-mars à cause du coronavirus, il ne reçoit plus de salaire. Alors, pour survivre, Tobias enfile maintenant une tenue de chantier pour aller travailler dans cette carrière. Je gagne ma vie. J'ai de nouveaux amis, de nouveaux collègues qui m'ont bien accueilli. Je travaille maintenant ici. Je mange ici au moins 2 repas par jour. Trouver un emploi alternatif, voilà à quoi sont contraints des milliers de professeurs au Kenya. Ici, les établissements ne rouvriront pas avant janvier 2021. D'où l'inquiétude des élèves, à l'image d'Isaac, étudiant en santé animale. Pour aller à l'école, mon père a dû vendre 4 taureaux. Mais maintenant, je crains qu'on n'en ait plus. Il nous reste seulement des vaches laitières, mais ce n'est pas assez. Donc je ne sais pas si ça sera possible pour moi de retourner à l'école l'an prochain. Pour les parents, c'est également un casse-tête. Faute de revenus suffisants, beaucoup d'entre eux comptaient sur les cantines scolaires pour nourrir leurs enfants. Cette situation aggrave leur précarité. La plupart des élèves avaient l'habitude de prendre leur repas à l'école, ce qui n'est pas le cas actuellement car ils doivent rester à la maison. Et en plus, la plupart des parents n'ont pas les moyens de payer 3 repas par jour, donc ce n'est pas facile pour eux. Les autorités ont d'ores et déjà considéré l'année scolaire 2020 comme perdue. Avec l'annulation des cours et des examens, 15 millions d'élèves du primaire et du secondaire devront redoubler. Et en raison de cette crise sanitaire et de la mise à l'arrêt de la planète au printemps, on a gagné 3 petites semaines, mais on vit désormais à crédit. C'est aujourd'hui le jour du dépassement, le jour où l'humanité a consommé l'ensemble des ressources naturelles. Les précisions de Françoise Vallée. Des poissons, du minerai, du pétrole, des céréales, du bois. La terre est généreuse, mais les hommes sont trop exigeants. Dès aujourd'hui, nous avons consommé toutes les ressources naturelles que la planète peut produire en une année. Bonne nouvelle, nous avons gagné 3 semaines par rapport à l'an passé grâce aux mesures de confinement dues à la pandémie. En fait, cette crise sanitaire, elle a assez rapidement engendré un arrêt brutal de la production de la plupart des industries. Elle a aussi, par exemple, stoppé le trafic aérien. Mais nous sommes loin du compte. Depuis les années 70, nous consommons de plus en plus de ressources. La date du dépassement est passée de décembre au mois d'août. C'est une moyenne mondiale car les pays riches l'ont dépassée depuis bien plus longtemps. Résultat, il faudrait 1,6 planètes pour soutenir nos modes de vie. Mais 8,9 terres si tout le monde vivait comme les Qataris. 5 planètes pour les Américains, 2,7 pour nous Français. Selon le WWF, il est urgent d'agir. Parce que pour lutter contre le gaspillage alimentaire, changer le système agricole pour éviter qu'il aille déforester à l'autre bout du monde. Nous avons des solutions aujourd'hui, il faut aller vers du moins, mieux, autrement pour faire reculer durablement le jour du dépassement. ONG, défenseurs de l'environnement, espèrent que les plans de relance annoncés par les gouvernements tiendront compte de cette urgence environnementale. Des centaines d'incendies hors de contrôle, un air devenu irrespirable et des prévisions météo peu rassurantes. La Californie a mobilisé tous ses moyens dans le centre et le nord de l'État, mais c'est insuffisant. Des images commentées par Anne-Sophie Pierry. Des incendies hors de contrôle et des habitants pris au dépourvu. Tout était englouti par les flammes. C'était terrifiant. Mon père est resté toute la nuit avec les pompiers pour arroser le terrain autour de la maison. La Californie est ravagée par les flammes, l'un des pires incendies de son histoire, provoqué par la foudre, alimenté par la sécheresse et la faible humidité. Déjà plusieurs morts à déplorer et plus de 312 000 hectares décimés, principalement dans des zones non habitées, mais pas seulement. Plus de 100 000 personnes ont déjà été forcées de quitter leur domicile, souvent précipitamment. On a été réveillés à 2h30 du matin par des coups sur la porte. On nous a dit de prendre nos affaires et d'évacuer. Des images choquantes devenues presque banales en cette période dans la région. Mais chaque année, les feux deviennent de plus en plus fréquents en raison notamment du changement climatique. Les fortes chaleurs deviennent plus chaudes, les sécheresses plus sèches. Le changement climatique est une réalité. Si vous n'y croyez pas, venez en Californie. Les fumées d'incendie ont aussi entraîné des alertes à la pollution de l'air. Selon les services météorologiques américains, le ciel devrait rester brumeux et enfumé, au moins à court terme.
On le surnomme le tueur du Golden State. Il a terrorisé la Californie pendant les années 70 et 80. Un ancien policier a été condamné à plusieurs peines de prison à vie. Il avait reconnu 13 meurtres et des dizaines de viols. Précision, Esmeralda Labi. Un vieillard amaigri, en fauteuil roulant, masqué. L'image ne cadre pas vraiment avec les crimes commis. Cet homme est pourtant un tueur en série qui a terrorisé la Californie pendant des années. Entre 1975 et 1986, il a violé 50 femmes, en a assassiné 13. And I'm really sorry. Everyone I've hurt. Les victimes avaient entre 14 et 41 ans. Les crimes commis dans la région de Sacramento et la baie de San Francisco se déroulaient de la même façon. L'homme pénétrait dans les maisons de nuit, agressait les femmes seules et les couples en les attachant puis en violant les épouses devant leurs compagnons. Il emportait des objets personnels. Il aura fallu l'ADN laissé sur les lieux du crime et des informations sur un site consacré à la généalogie pour identifier l'ancien policier. L'assassin a été arrêté en 2018 et placé à l'isolement sous surveillance. Aujourd'hui, il évite la peine de mort suite à un accord négocié avec le juge. Il écope de 11 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération. Relieved, very relieved that he's going to spend the rest of his life in jail. I was raped 44 years ago. It's been a long time. So today is just like a miracle. Un procès long et coûteux, estimé à 20 millions de dollars. Today, good triumphed over evil. Victims who either were recipient witnesses or had to live their life without their loved ones, you're such good people, and you just keep on doing good deeds. And it makes all the difference in the world. Joseph DeAngelo a rejoint sa prison sous les applaudissements des victimes, présentes dans la salle. Ils réunissent la musique africaine et la musique latine. Ce sont les Bantu Salsa, fondés à Montréal par un artiste d'origine camerounaise. Ce nouveau groupe sort son premier album, Kessaï. Heureux mélange de salsa africaine aux allures groove et jazz. Notre correspondante Catherine François est allée à leur rencontre. Ils ont été stoppés net dans leur envol. Just One et son groupe, Bantu Salsa, venaient de lancer leur premier album le 11 mars dernier, 2 jours avant le début du confinement. Le groupe avait un carnet de commandes rempli cet été. Ils devaient jouer dans les plus grands festivals du Québec et ils ont tous été annulés. D'origine camerounaise, Just One vit à Montréal depuis plus de 7 ans. Passionné de musique latine, il a eu envie de reconnecter la musique africaine à la salsa. Les musiques latines sont d'abord africaines à la base et puis l'histoire de l'esclavage et des colonisations ont fait que ces musiques-là ont voyagé et ont pris les couleurs du terroir. Et nous, avec Bantu Salsa, ce qu'on fait, c'est qu'on démontre les similitudes justement qu'il y a entre ces musiques-là et en racontant également leur histoire. Kora, cuivre, percussion, piano et guitare. Le groupe est formé de 9 musiciens qui viennent d'Amérique latine, d'Afrique et d'Europe. Il tire son nom du mot bantou, inventé dans les années 40 par des anthropologues français pour désigner les peuples de l'Afrique noire subsaharienne au temps de l'esclavage. L'esclavage est un sujet très douloureux et qui suscite à chaque fois qu'on l'évoque énormément de passion. Et nous, ce qu'on fait avec la musique, c'est qu'on dépassionne ce sujet et on amène les gens, surtout à une époque où il y a beaucoup de replis identitaires, beaucoup de tensions, on amène les gens à s'intéresser à l'histoire qu'ils ont en commun, à l'héritage qu'ils ont en commun et surtout à célébrer les choses qui rapprochent les gens au travers de la musique. Une musique festive pour rassembler, promouvoir la paix et le vivre ensemble. Just One espère maintenant que les gouvernements vont mettre en place des programmes pour soutenir directement les artistes autonomes et que Bantu Salsa, ce groupe qui incarne si bien le Montréal multiculturel, puisse reprendre son envol. Et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de 64 minutes. Restez avec nous sur TV5 Monde.